Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle semaine du 7-8, l'actu, le journal de la rédaction sur TV Fil 78. Voici les titres qui seront développés ce soir. 3 ministres, dont l'Yvelinois Benoît Hamon à la Verrière aujourd'hui dans les locaux de la MGEN. L'enjeu, le recrutement de 1500 emplois d'avenir par les établissements hospitaliers. Le site saint-quentinois vient d'ailleurs d'embaucher 6 nouveaux brancardiers sous ce statut. Dès cette semaine, une charte de la laïcité sera affichée dans les écoles publiques. Le ministre de l'Éducation entend rappeler ainsi les valeurs de la République. Et puis, coup d'État mitigé à Maurepas. Le festival n'a attiré que quelques 2500 visiteurs en programmant Eiffel, Sergent Garcia ou encore Jennifer ce week-end. Pour débuter cette édition, je vous propose l'image du jour. Vous en avez l'habitude, l'image de ce 9 septembre et ces policiers qui aujourd'hui ne verbalisaient pas les auteurs d'infractions légères à la circulation et au stationnement. Opération nationale, ici organisée à Versailles, une action menée à l'appel du syndicat Alliance afin de contester le projet de réforme des retraites et le projet de réforme pénale. Des faux PV expliquant leurs revendications ont aussi été distribués. Dans le détail, ils souhaitent une meilleure prise en compte de la pénibilité de leur métier et aussi côté justice que l'incarcération devienne la règle. Le syndicat Alliance parle de laxisme et de hausse probable de la délinquance avec cette réforme. On écoute l'un des représentants du syndicat à propos de cette opération inédite. C'est pas quelque chose de courant et c'est surtout que c'est une autre façon de faire qu'une traditionnelle manifestation de rue. C'est une façon pour nous de mobiliser nos collègues mais aussi d'attirer et d'avoir la sympathie de la population pour nous soutenir et pour soutenir sa police nationale. Voilà pour ces quelques précisions. Demain mardi, opération plus traditionnelle avec la journée nationale de mobilisation, une manifestation contre la réforme des retraites. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Les invités de cette édition du 9 septembre, Jean-Ignace de Baillou, bonsoir. Vous êtes directeur de la MGEN à la Verrière et puis également le docteur Fabien Jean, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur médical du site hospitalier MGEN la Verrière. Ce matin, vous avez reçu la visite non pas d'un mais de 3 ministres. Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales de la Santé, Michel Delaunay, ministre délégué aux personnes âgées et à l'autonomie, et puis également de Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. Un déplacement pour signer une convention d'engagement pour le recrutement de 1500 emplois d'avenir par les adhérents à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif. On va préciser tout ça avec vous dans un instant. Auparavant, regardez ce reportage. Il est signé Claire Cambier et Jonathan Villeman. Ensuite, nous allons échanger autour de cette table. 1500 emplois d'avenir d'ici fin 2014. C'est ce que promet la FEAP, la fédération regroupant les organismes sociaux médico-privés à but non lucratif. Pour marquer cet engagement, 3 ministres se sont rendus à la Verrière dans une unité de soins gériatriques. Ici, 6 jeunes ont été recrutés comme brancardiers. Beaucoup ont enchaîné des petits boulots avant de s'engager dans le milieu médical. Avec ces contrats d'avenir, ils obtiennent un CDD de 30 mois et une formation. Ça change que j'ai un avenir plus sûr, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas n'importe quel contrat, c'est bien ça pour les jeunes. L'État s'engage de son côté à financer une partie des salaires à hauteur de 75% du SMIC, ainsi que la formation. Pour la FEAP, ces aides facilitent grandement le recrutement. En tous les cas, c'est une incitation extrêmement forte et qui fait qu'on ne peut pas passer à côté. Mais je ne sais pas répondre à la question de savoir si on aurait probablement employé moins. C'est tout à fait clair. L'objectif reste cependant de reconduire ces nouvelles recrues, une fois formées, en CDI. Dans les Yvelines, on comptabiliserait aujourd'hui près de 700 emplois d'avenir. Le gouvernement espère atteindre les 100 000 embauches en France d'ici la fin de l'année. Signature donc ce matin de cette convention, vous l'avez entendu, 1500 emplois d'avenir pour le secteur de la santé, déjà 6 dans votre établissement à la MGEN. Ce sont des brancardiers. Comment se passe leur encadrement? Quel est spécifiquement leur travail? Est-ce qu'il y a un moment aussi dédié à la formation? Oui, 6 brancardiers depuis 1 an pour certains, depuis quelques jours pour les 2 derniers arrivés. Ils ont chacun un tuteur qui les accompagne au quotidien dans leurs difficultés éventuelles. Et puis, bien évidemment, des formations, puisque l'établissement s'engage, par le biais de ces contrats, à former les jeunes qui sont recrutés. On est dans le domaine médical aussi, ça veut dire qu'il faut aussi tout de même peut-être une fibre aussi pour ce genre de profession. Je vais peut-être demander au docteur sur ce plateau aussi comment ça se passe sur cet encadrement et sur cette fibre. Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils ne l'ont pas? Est-ce qu'on peut l'inculquer aussi? D'abord, les recrutements de ces personnels se fait par des soignants, par la direction des soins, qui ont l'habitude de recruter des personnels soignants.
Donc ils ont quand même des critères à ce niveau-là autour, je dirais, du savoir-vivre et de l'humanité de ces jeunes qui est recherchée. Deuxièmement, comme le disait Monsieur Debayou, il y a une formation spécifique qui va être réalisée en tant que brancardier, mais au-delà de la formation, je dirais, classique, au sein même de l'établissement, donc ils sont encadrés par des tuteurs. Par exemple, les brancardiers les 6 brancardiers ont 2 tuteurs, donc 2 tutrices, une tutrice qui est une kinésithérapeute, du fait de la nécessité de devoir mobiliser des personnes âgées et savoir comment les disposer sur une chaise roulante ou sur un chariot, etc. Et une autre tutrice qui est une cadre de soins, donc qui a l'habitude bien sûr de la gestion du personnel dans les unités de soins. Donc 6 brancardiers qui sont recrutés sous ce statut-là, en tout dans l'ensemble des établissements dont vous faites partie, on a entendu tout à l'heure le président de la FEAP, il y en a 1600 des établissements comme ça, il y aura 1500 emplois, c'est-à-dire que pour vous il n'y en aura plus, ça y est, c'est 6 et c'est pas plus? Ah non, pas du tout, au contraire. Il n'y a pas des quotas par établissement adhérent? Non. Alors les 1600, c'est dans les établissements de la FEAP. La MGN, de son côté, a signé une convention en novembre 2012 sur le même sujet. On s'était engagé à en prendre 130 dans le groupe, certains dans les centres de services, donc plutôt sur le métier de gestion du régime de sécurité sociale. Dans les établissements, il n'y a pas de quota. Pour ce qui nous concerne, nous avions besoin de brancardiers, nous en aurons besoin demain. On a d'autres besoins, je pense en ce moment à un recrutement en cours pour quelqu'un dans l'animation, donc on va continuer bien sûr. Ce sera avec ce statut, ce recrutement? Pour débuter, oui. Vous nous disiez, vous aviez besoin de brancardiers, vous ne les avez pas recrutés avant la création de ce statut, de ces emplois d'avenir, ça veut dire que vous n'aviez pas les moyens de les recruter? Exactement. Parce que là, on a entendu dans le reportage, il y a un avantage financier. Ça ne coûte rien, en fait, pratiquement à l'établissement. Alors, il y a une prise en charge à 75% par l'État, et il faut préciser que dans les Yvelines, la délégation territoriale de l'ARS prend en charge les 25% restants. Donc effectivement, on pourrait dire que ça ne coûte rien, hormis les frais de formation. C'est un CDD d'une trentaine de mois, 3 ans, avec cette formation, on l'a entendu. À l'issue du CDD, ils deviennent quoi, ces jeunes? À l'issue du CDD... Qui à la base n'ont pas de formation, justement. Oui. Le but, c'est de leur mettre le pied à l'étrier, mais aussi peut-être de les garder. À l'issue du CDD, à l'issue des 36 mois, nous aurons toujours besoin de brancardiers et j'entends bien faire le maximum pour les garder sur place. Oui. Les brancardiers ou d'autres professionnels, puisqu'on évoque là les brancardiers, mais par exemple sur l'établissement, on est en recherche constante d'aides-soignantes. Donc en même temps, on est dans une difficulté, on dit qu'il n'y a pas de l'emploi et en même temps, il y a des emplois. Maintenant, il faut arriver à accompagner ces jeunes parce qu'il faut un minimum de formation pour pouvoir accéder quand même à des métiers de la santé qui nécessitent quand même un certain bagage. On va écouter justement la ministre en charge de ce dossier de la santé, Marisol Touraine. Elle va nous expliquer qu'il y a de l'emploi, comme vous venez de nous le dire, dans ce secteur. Il y a plus de 50 000 emplois d'avenir d'ores et déjà signés, 52 000 fin août et fin juillet. Il y avait 11 000 emplois d'avenir signés dans les 3 secteurs de la santé, du médico-social et du social. C'est donc une part très significative qui représente même près du tiers des emplois signés si l'on exclut l'éducation nationale. Donc on voit qu'il y a une mobilisation forte des acteurs de la santé. Il y a aussi des besoins forts dans le domaine de la santé, dans le domaine social. Il y a des besoins forts, il y a ce coup de pouce de l'État avec ces créations d'emplois d'avenir. Est-ce que pour autant vous allez réussir à les trouver, tous ces jeunes? On espère, on fera tout ce qu'il faut pour. Il n'y a pas de difficulté, justement? Il y a suffisamment de candidats aussi? Il y a suffisamment de candidats. Pour les 2 derniers que nous avons recrutés, il y avait une dizaine de candidats. Donc la difficulté était plutôt de faire le choix parmi tous les candidats. On va peut-être préciser, vous appartenez à la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne privée non lucratif. Combien d'établissements? Quel est le rôle un petit peu de cette fédération? Alors, grosso modo, on pourrait dire qu'en France, il y a 3 secteurs. Le secteur public qui représente 50% des établissements, le secteur privé commercial ou lucratif qui représente 40%, et entre les deux, le petit secteur du privé non lucratif, donc 10% des établissements restants. Ça représente donc plus de 200 000 salariés en France. Que dire de plus tous les établissements. Alors, nous sommes des établissements de la MGN. Les 33 établissements de la MGN sont adhérents à la FEAP. Et sur le site de la Verrière, vous intervenez dans quel domaine, plus spécifiquement, pour préciser? Sur le site de la Verrière, 2 établissements. Un établissement de santé mentale, dans lequel nous étions ce matin, et un établissement qui est à 500 mètres de là, dans la médecine et les soins de suite en gériatrie, avec un EHPAD également, et un projet qui est assez connu maintenant sur le territoire, qui est un projet de reconstruction totale des 2 établissements à très court terme,
puisque d'ici 4-5 ans, on devrait avoir fait l'essentiel des travaux. On va évoquer ce dossier des travaux dans quelques instants. Juste pour en terminer avec cette visite ce matin des 3 ministres, pourquoi ont-ils fait le choix de votre établissement ? Établissement modèle, vous avez déjà 6 emplois d'avenir ? Établissement modèle, oui, certainement, par certains côtés, voilà. Certainement. La FEAP était à l'initiative de cette demande de signature. Et la FEAP cherchait un établissement adhérent qui avait déjà, effectivement, des contrats déjà embauchés. Voilà pourquoi tout le monde est venu à la Verrière et nous en sommes très contents. En tant que professionnel de la santé, en tant que médecin, le docteur Jean qui est sur ce plateau, ces emplois d'avenir, c'est un plus pour le secteur ? Vous êtes satisfait que le gouvernement se penche sur cette question-là ? Bien sûr, c'est un plus. Alors d'abord, dans le domaine de la santé, bien sûr, mais déjà, c'est une offre pour les jeunes concernant le travail. Et en se positionnant du côté soignant et du monde sanitaire, demain, on va avoir un manque d'effectifs monumental dans le monde de la santé. Et il est indispensable qu'on accompagne cette nouvelle génération dans ces métiers de la santé, qui peuvent s'apprendre bien sûr dans des écoles ou dans des universités, mais je crois qu'elles s'apprennent surtout sur le terrain. Donc accompagner des jeunes qui, comme dans le cas des emplois à venir, qui n'ont pas obligatoirement une formation au départ, mais qui viennent apprendre sur le terrain le contact avec les patients et les soignants, c'est essentiel. Donc l'emploi à venir, c'est une initiative que vous saluez en tout cas en tant que professionnel de la santé. Tout à fait. Tout à fait, dans un contexte où je crois que le monde de la santé, le sanitaire, le médico-social est un peu oublié actuellement comme un lieu de travail et de l'emploi important pour les dizaines et dizaines d'années à venir, d'autant plus avec le vieillissement de la population et toute la problématique de la dépendance. Alors vous l'avez évoqué, pour conclure, ces travaux, ils vont débuter 2014 toujours ? Ce chantier d'envergure, fin 2014. Fin 2014, oui. On a fait ce qui s'appelle la pré-programmation et nous allons commencer au mois d'octobre la programmation, c'est-à-dire le travail avec les équipes médicales, les équipes soignantes, toutes les équipes de terrain pour bien déterminer le cahier des charges de notre futur établissement. On devrait accueillir entre 450 et 500 lits sur le site actuel de l'Institut Marcel Rivière. C'est une refondation complète du site. À quoi ressemblera la MGEN sur la Verrière en 2017-2018 ? Elle sera recentrée donc sur l'Institut Marcel Rivière, avec une ouverture que nous espérons plus tournée sur la Verrière. Les terrains de Denis Forestier, pour l'instant, aucune décision n'est prise, mais notre volonté étant de s'inscrire pleinement sur le territoire, nous travaillons en bonne collaboration avec la mairie de la Verrière, qui est en train de travailler sur son PLU, son plan local d'urbanisme, et on sait que nos terrains sont intéressants à plus d'un titre. Il y a une partie des terrains qui finalement seront ouvertes pour le public. Absolument, oui. Absolument. Et très prochainement, nous ouvrons le parc de l'Institut Marcel Rivière à la population de la Verrière. Merci à vous deux, merci d'être venus sur ce plateau, le plateau du 7-8 L'Actu. Je rappelle que ce matin, signature d'une convention entre l'État et les établissements affiliés à la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne privée non lucrative, dont la MGEN fait partie. À la clé, 1500 emplois d'avenir. Il y en a déjà 6 sur votre site à la Verrière. Nous poursuivons ce journal avec le projet d'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, un EHPAD à Montigny-le-Bretonneux, projet enfin validé. L'Agence régionale de santé et le Conseil général des Yvelines ont tranché. L'ouverture se fera en 2016 dans le parc du Château de la Couldre, là où se trouvait auparavant le siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il disposera de 80 lits d'hébergement permanent, de 4 lits d'hébergement temporaire et d'un pôle d'activité et de soins adaptés de 14 places pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. À Elancourt, une nouvelle résidence pour les étudiants ouverte offrant 161 logements. Cette résidence a été construite dans les locaux de l'ancien immeuble de bureau Le Capitole, résidence gérée par le Crous qui augmente au total sa capacité d'offre de 800 places supplémentaires pour cette rentrée dans le département. Catherine Zelato et Patrick Jacques de Dixmed. Elle porte le nom d'un prix Nobel de la paix. René Cassin, c'est donc le nom de la nouvelle résidence étudiante qui vient d'ouvrir à Elancourt. 161 logements de 16 à 25 mètres carrés comprenant kitchenette et salle de bain, même 10 chambres pouvant recevoir les couples. Le tout géré par le Crous avec un loyer mensuel pour un étudiant boursier compris entre 220 et 230 euros. On loge effectivement en priorité les étudiants boursiers sur critères sociaux, mais pas seulement. On peut répondre aux besoins aussi en accueil international avec des étudiants qui viennent en mobilité auprès de l'université de Versailles-Saint-Quentin ou des écoles qui réservent effectivement des logements pour ces étudiants. On attend justement l'arrivée des étudiants sous convention d'échange pour stabiliser
l'offre qui a été réservée par rapport à ce qui va réellement arriver au niveau de l'université. Et puis, on a des listes d'attente. Une résidence aux couleurs vives et aux matériaux nobles qui fait facilement oublier l'immeuble de bureaux Le Capitole qui abritait les locaux. Transformer des bureaux en logements, c'est encore rare, mais cela tend à se développer. Les bureaux en logement, c'est pas courant, ça se fait de plus en plus parce qu'il y a une vraie volonté effectivement de la part de nos gouvernants, quels qu'ils soient, on va dire, d'améliorer l'offre de logement. Et actuellement, par exemple, nous avons une opération sur Rueil-Malmaison où nous transformons des bureaux en logements familiaux. Donc ça se fait de plus en plus. Ça a été une opération assez compliquée puisque effectivement les bâtiments qui sont faits pour accueillir des bureaux n'ont pas les mêmes trames, n'ont pas les mêmes contraintes structurelles que peuvent avoir des bâtiments de logement et notamment des résidences pour étudiants. Donc ça a été la principale difficulté. La résidence étudiante René Cassin est la 7e gérée par le Crous sur le secteur de Versailles-Saint-Quentin. Le Crous ne s'arrête pas en si bon chemin et ouvre pour cette rentrée 2013 6 nouvelles résidences et offre ainsi 800 places d'hébergement supplémentaires dans le département. Toutefois, la demande est déjà saturée, il faut donc continuer à construire. Mais depuis que les résidences étudiantes font partie du quota de logement social à respecter dans une commune, elles trouvent de mieux en mieux leur place dans les politiques locales d'habitat. Vincent Payon a dévoilé sa charte pour la laïcité à l'école, un texte qui sera affiché à l'entrée de chacun des établissements scolaires publics. Le ministre entend rappeler les valeurs de la République et les expliquer. Parmi les différents articles, la laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée, ou encore le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Ce qui nous amène à notre question du jour. Une telle charte, à quoi peut-elle servir? Peut-elle être efficace? Surtout, voici vos réponses avec ce micro-trottoir. Ça peut servir aux enfants d'être libres dans la tête, de s'accepter les uns les autres aussi. Pour une égalité, que tous les enfants, il n'y a pas de caractère discriminatif entre eux, dans le choix des vêtements, dans le choix de la langue, dans le choix qu'il n'y ait pas d'imposition. La meilleure manière de désamorcer la bombe justement entre les communautés, quelles qu'elles soient, et l'État, c'est d'afficher sa neutralité. Essayer de réguler les éventuels problèmes qu'il peut y avoir dans les écoles et les collèges sur les phénomènes de laïcité et surtout les phénomènes de religion à côté, qui sont directement liés. Autre sujet, les braqueurs du Quick de Coignères, la semaine dernière, voulaient financer un éventuel départ pour la Syrie pour mener le djihad. Interpellés jeudi, 4 hommes âgés de 23 à 33 ans, membres présumés d'une cellule islamiste radicale, comptaient utiliser les 3 000 € du butin pour rejoindre les quelques 200 Français qui combattent déjà le régime de Bachar el-Assad en Syrie. La garde à vue des 4 hommes se poursuit. Lors du braquage qui s'est déroulé le 4 septembre, clients et personnel avaient été menacés avec 2 armes de poing qui, selon les premiers éléments de l'enquête, serait factice. Avant de revenir sur le festival Coup d'État, c'est de la culture, festival qui se déroulait ce week-end à Morpa, une information concernant le réseau 4G censé remplacer l'actuel 3G sur nos portables dans les prochaines années. Orange s'est lancé ce matin dans la bataille avec la présentation du déploiement sur Paris et sur l'Île-de-France. Pas d'emballement, la seule ville des Yvelines concernée est pour l'instant Vélizy. Et pour les riverains, cela peut entraîner quelques perturbations. Un numéro qui s'est affiché qui vous permettra d'en savoir plus et de trouver une solution si vous êtes concerné. Ce week-end à Morpa, le festival Pop Rock Coup d'État, 2e édition. Valeurs montantes et artistes confirmés étaient présents, mais finalement moins de visiteurs qu'attendu. Retour néanmoins sur l'ambiance rock de ce festival. C'était vendredi soir avec à l'affiche Eiffel, Sergent Garcia ou encore Ponyhawks, Aurélia Debussy et Jonathan Villeman. Eiffel, Sergent Garcia, Jennifer ou encore Axel Red, voilà quelques-uns des artistes qui étaient sur la scène du festival Pop Rock Coup d'État vendredi et samedi à Morpa. Malgré une météo un peu capricieuse, en 2 jours, le festival a accueilli plus de 2500 personnes. Sergent Garcia. C'est pour lui? Ouais. Et l'ambiance, c'est parce qu'on habite à côté et que c'est sympa qu'il y ait un petit festival comme ça. Il y avait Eiffel, donc j'ai envie de voir Eiffel. Puis bon, j'aime bien les festivals de rock en général. Du côté des artistes, la scène du Coup d'État est l'occasion de présenter leur dernier album. Venu tout droit de Bordeaux, le groupe rock Eiffel poursuit sa tournée avec Full Monstre, leur 5e album. Je pense que ce soir on joue 1h15, qu'on va jouer à peu près 14-15 titres. Voilà, et qu'on va jouer sûrement
8 titres du nouvel album. On a fait des emprunts à une musique qu'on adore, celle du rap dans l'idée de slammer. On ne fait pas de la musique rap, mais on emprunte. Et aussi, on a vachement utilisé de synthé, de boom machine, de boîte à rythme, etc. Ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Le quintet parisien Ponyhawks revient avec son 3e opus, State of War. Il a été réalisé très différemment. On avait fait des prises et après on a travaillé à la maison, on a tout déstructuré, on a beaucoup produit derrière et là en fait on avait répété, même parfois joué les morceaux en concert avant de les enregistrer. Donc on a vraiment, on a beaucoup moins travaillé après, on a travaillé sur le moment quoi, pendant les prises et après on a moins travaillé derrière. Et donc du coup effectivement ouais, il est différent des autres. Sergent Garcia, créateur du célèbre Salsa Muffin, de retour sur les scènes françaises après 2 ans de tournée internationale, présente Una y otra vez. C'est un album qu'on a enregistré, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. On l'a enregistré entre 4 pays, la France, l'Espagne, Cuba et la Colombie, avec une grosse partie en Colombie. Il y a 27 musiciens sur cet album, dont 10 musiciens colombiens de la scène, de la nouvelle scène colombienne. C'est un album qui regroupe un petit peu de beaucoup d'époques de Sergent Garcia, avec toujours cet axe entre la musique latine et la musique jamaïcaine, le reggae, la salsa toujours présent, mais avec une couleur vachement colombienne. On pourrait même dire afro-colombienne, avec des morceaux de cumbia, avec des morceaux de musique afro-colombienne inspirés des rythmes du Pacifique. C'est un pays, la Colombie, qui a une richesse culturelle énorme, qui a des rythmes indigènes, qui a des rythmes afro, qui a cette cumbia qui est extraordinaire pour faire danser les gens. Et du coup, il y a un petit peu de toute cette ambiance-là. C'est le Sergent Garcia en Colombie, quoi. Avis aux amateurs, Sergent Garcia sortira fin octobre une anthologie de 2006 à 2010 en double DVD et sera au Bataclan le 24 janvier prochain. Et lors de ce festival, une opération de prévention et de sécurité routière a été menée. L'association Voiture & Co proposait aux conducteurs qui le souhaitaient de s'engager à rester sobres lors de la soirée et surtout à déposer leurs clés au stand. En échange, des boissons sans alcool, bien évidemment, et des lots étaient offerts, comme nous l'explique l'un des animateurs de prévention au micro d'Aurélia Debussy. L'objectif de ce soir, en fait, c'est faire de la prévention et de la sécurité routière. Les conducteurs qui le souhaitent peuvent déposer leurs clés à notre stand en arrivant. Et on leur offre déjà 2 boissons soft à ce moment-là. Et en fait, le principe, c'est quand ils repartent, on les fait souffler dans l'éthylotest pour être certain qu'ils ne dépassent pas le taux limite qui est de 0,5 grammes par litre de sang. Et donc, à ce moment-là, on leur offre des cadeaux si l'éthylotest est bon, quoi. Et si l'éthylotest est positif? Donc à ce moment-là, on trouve toujours des solutions. Soit on fait patienter un peu les personnes si elles n'ont pas trop bu. Sinon, on trouve des solutions avec des amis, de la famille pour les ramener, tout en faisant souffler bien sûr et en vérifiant que les remplaçants entre guillemets ont le permis aussi. Samedi et dimanche, premier week-end traditionnel pour faire son choix d'activités associatives, sportives ou bien culturelles. À Montigny-le-Bretonneux, le forum existe depuis maintenant 25 ans. L'occasion tout de même de découvrir de nouvelles activités comme le yoga du rire. Le premier club du genre vient d'ouvrir sur la commune. Il en existe déjà un à Voisins-le-Bretonneux et un autre à Versailles. Tout le monde peut participer quel que soit son âge. Les séances qui vont débuter à compter du mois d'octobre au club Le Village, 2 séances par mois. Cotisation annuelle 95 €. Un des membres de l'association nous explique les principe de la rigologie. Vous allez voir, c'est très sérieux. Le yoga du rire est un ensemble d'exercices qui combinent la respiration et le rire. Ça vient d'Inde. C'est un docteur indien, un généraliste qui s'appelle le docteur Madan Kataria, à qui on a demandé de rédiger une synthèse sur les bienfaits du rire sur la santé. Il s'est dit, il y a autant de bienfaits, donc autant rire sans raison. Des neurologues, comme le docteur Henri Rubinstein, ont démontré qu'il y avait 3 axes au rire. Un axe respiratoire, on respire quand on rit. Il y a un axe musculaire, ça permet de détendre tous les muscles et ça permet de travailler aussi tous les muscles, depuis le tout petit muscle du visage jusqu'à la musculature abdominale. Et le 3e axe est un axe neurologique. Les médecins ont démontré que le corps produisait de l'endorphine, une hormone contre la douleur. Le rire est très bon pour la digestion, c'est très bon pour le sommeil, c'est très bon pour les gens qui ont de l'asthme.
Et puis si vous avez manqué le forum des associations ce week-end, vous pouvez encore vous rattraper le week-end prochain. 2 forums, l'un à Manille-les-Hameaux et puis l'autre à Guyancourt. À noter qu'à Guyancourt, Yvan Le Bolloc donnera un concert gratuit le 14 septembre, donc samedi à l'issue de l'après-midi. Un mot de sport pour terminer à présent ce journal. Ce week-end, le stade du Bout du Clos à Maurepas accueillait une rencontre internationale de rugby entre les moins 19 ans du stade français et la Belgique. Sur le banc de touche parisien, Rémi Mathias, Ludovic Guillaume ont remplacé Sébastien Zanéa. Pour l'instant, ils apprennent à connaître leur nouvel effectif. Sur ce dernier match de préparation avant l'ouverture du championnat, l'intensité physique était tout de même bien présente. Les stadistes l'ont emporté. Ils s'imposent 31-27. Les entraîneurs parisiens qui attendent la fin des matchs allés pour se fixer un objectif de fin de saison. Pour tout savoir sur le sport, rendez-vous lundi 18h30, 19h30 et 23h pour le 7-8 Sport avec Anthony Reich, également à retrouver en replay dès le lendemain matin, mardi matin, sur notre site internet et bien sûr à partager sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition du journal du 9 septembre. Je vous retrouve demain pour l'essentiel de l'actualité locale. Passez une excellente soirée sur TV Fil.